En octobre 2021, un jeune couple part pour un court séjour censé sauver leur relation. L'homme revient seul, avec une explication qui ne tient pas. C'est le début d'une plongée dans l'horreur. En octobre 2021, Émilie, 22 ans, et son mari Joseph partent pour un bref voyage dans le Vermont. C'était censé être une escapade rapide, une chance de passer du temps ensemble et de tenter de régler les problèmes de leur relation. Cependant, peu après leur arrivée, Joseph revient seul. Il raconte aux autres qu'Émilie est simplement partie, disant qu'elle ne voulait plus être avec lui. Son explication ne tenait pas tout à fait. Et quand Émilie a soudainement coupé toute communication, l'inquiétude de sa famille s'est rapidement transformée en quelque chose de bien plus grave. C'est à ce moment qu'une histoire profondément troublante a commencé à se dévoiler. Émilie Jean Schwartz est née le 25 juillet 1999 à Plymouth, dans le New Hampshire. Elle a grandi dans une famille soudée et aimante qui a forgé son fort sens des responsabilités et sa perspicacité émotionnelle. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une personne qui savait toujours quoi dire pour réconforter. Elle était gentille, attentionnée et farouchement loyale envers ceux qu'elle aimait. La musique était le refuge émotionnel d'Émilie et sa principale forme d'expression. Sa voix était douce mais puissante, arrêtant souvent les gens dans leur élan quand elle chantait. La musique n'était jamais un simple passe-temps pour elle. C'était une extension de ce qu'elle était. Chaque chanson, chaque note reflétait son monde intérieur, sa chaleur et son ouverture. Même avec un emploi du temps chargé, Émilie prenait toujours du temps pour aider les autres, surtout les animaux. Elle visitait régulièrement des refuges locaux où elle passait des heures à s'occuper des animaux et à leur offrir l'affection et l'attention dont ils avaient désespérément besoin. Les rêves d'Émilie étaient modestes et sincères. Elle imaginait une maison chaleureuse et accueillante, remplie de musique et d'amour, et une famille bâtie sur la confiance et la gentillesse. Elle n'était pas attirée par la richesse ou l'extravagance. Tout ce qu'elle voulait, c'était partager sa vie avec quelqu'un qui chérissait le même sentiment de paix et de simplicité. Émilie a rencontré Joseph à une période où sa vie semblait enfin calme et stable. Ils se sont présentés par des amis communs et leur connexion a semblé naturelle dès le début. Leur conversation coulait facilement, marquée par l'ouverture et l'honnêteté. Joseph paraissait posé et prévenant. Il parlait moins qu'il n'écoutait. Et quand il parlait, c'était avec un ton doux et un sourire réservé qui rendait Émilie à l'aise et en sécurité pour être elle-même. Joseph est né en 1980 et a également grandi dans le New Hampshire. Il parlait rarement de son enfance, mais il mentionnait souvent qu'il avait toujours su s'entendre avec les autres. Il évitait les conflits et haussait presque jamais la voix, préférant écouter plutôt que de chercher à contrôler les conversations. Au fil des ans, il a occupé divers emplois sans rester très longtemps à chaque poste, bien qu'il ait finalement trouvé une carrière lui offrant une certaine stabilité et indépendance. Il avait déjà été marié une fois, mais il partageait très peu de choses sur cette période de sa vie. Émilie choisit de ne pas insister pour avoir des détails, préférant se concentrer sur l'avenir plutôt que de ressasser le passé. De son point de vue, Joseph semblait prêt à construire une vie ensemble. Il semblait respecter ses centres d'intérêt, encourageait ses passions et montrait une curiosité sincère pour son travail. Il parlait ouvertement de vouloir un foyer et une famille, ce qui correspondait à l'avenir qu'Émilie avait toujours imaginé. Durant les premières semaines de leur relation, Joseph fit un effort clair pour montrer son affection. Il organisa de petites escapades, surprit Émilie avec des gestes empreints de sens, et lui répéta combien il admirait ses rêves et ses ambitions. Émilie le crut complètement. Pour elle, ses attentions semblaient authentiques et sincères. Ses amis remarquèrent le changement presque immédiatement. Elle souriait davantage quand elle parlait de Joseph et le décrivait avec chaleur et espoir, disant souvent qu'être avec lui la rendait paisible et en sécurité. Les parents d'Émilie, cependant, se sentirent mal à l'aise dès le début. Il y avait quelque chose chez Joseph qui ne leur semblait pas juste, comme s'il cachait une partie de lui-même. Malgré tout, ils n'avaient aucune raison concrète de s'opposer, et Émilie choisit de ne pas laisser leurs inquiétudes influencer ses sentiments. La relation progressa rapidement, mais sans turbulence évidente. Ils parlaient fréquemment de l'avenir, partageant des visions d'un foyer confortable bâti sur le respect, la confiance et la compréhension mutuelle. Durant ces premiers mois, Émilie crut vraiment que ses rêves commençaient à se réaliser. Elle sentait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait comme personne auparavant. Pourtant, sous ce sentiment de confiance, des signes avant-coureurs subtils étaient déjà présents. Des signes qu'Émilie n'était pas prête à reconnaître.
Son désir de paix et de stabilité lui rendait difficile d'imaginer que le calme et la douceur apparents de Joseph pouvaient cacher quelque chose de bien plus inquiétant. Dès leurs premières interactions avec Joseph, les parents d'Émilie sentirent que quelque chose n'était pas tout à fait juste. Sa manière calme et réservée ne leur semblait pas être de la simple timidité, mais plutôt de la gêne. Bien qu'il parle doucement et avec précaution, il percevait une tension sous-jacente derrière ces mots qu'il avait du mal à dissimuler. Pour eux, il était clair qu'il y avait plus chez Joseph qu'il n'était prêt à révéler. Des choses qu'Émilie n'avait pas encore commencé à remarquer. Quelques mois après le début de la relation, Émilie commença à se confier à ses proches et à sa famille sur des moments où Joseph laissait paraître des éclairs d'impatience. Parfois, il la coupait brusquement s'il pensait qu'elle avait tort. Ses parents écoutaient attentivement et remarquaient une tension dans sa voix qui suggérait une inquiétude plus profonde. Pourtant, Émilie s'empressait souvent de changer de sujet, comme si elle craignait qu'en parler davantage n'ouvre la porte à des questions inconfortables qu'elle n'était pas prête à affronter. Avec le temps, ces moments devinrent plus clairement définis. Émilie expliqua que lors de disputes, Joseph élevait la voix et la critiquait parfois pour des problèmes mineurs et insignifiants. Elle minimisait ces incidents, les attribuant au stress ou à la nervosité et insistant sur le fait qu'il ne s'agissait que de brefs écarts. Ses parents, cependant, n'étaient pas rassurés. Ils comprenaient que des manifestations répétées d'agressivité, même subtiles, peuvent être des signes avant-coureurs de quelque chose de bien plus grave. Un jour, Émilie avoua que lors d'une crise émotionnelle, Joseph lui avait saisi le bras et l'avait serré fort. Elle s'empressa de justifier l'acte, insistant sur le fait que cela n'était arrivé qu'une fois et qu'il s'était immédiatement excusé. Pourtant, sa voix tremblait d'incertitude, comme si elle tentait de justifier quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Ses parents ne la pressèrent pas pour plus de détails, mais au fond d'eux, ils devinrent de plus en plus certains que sous son sourire se cachait de l'épuisement et de la peur. Chaque fois que ses parents essayaient doucement d'en savoir plus sur ce qui se passait, Émilie les rassurait en disant que tout allait bien et qu'elle pouvait gérer seule. Ils comprenaient qu'insister trop pourrait l'éloigner. Émilie était une adulte et s'immiscer dans sa vie personnelle risquait d'endommager le lien déjà fragile qu'ils partageaient. Finalement, tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre et d'espérer qu'un jour, elle se sentirait prête à s'ouvrir et à partager toute la vérité. Ses yeux, cependant, racontaient une autre histoire. Bien qu'elle essaie de paraître composée, ses parents pouvaient voir à travers la façade. Derrière les portes closes, leur foyer n'était pas un sanctuaire d'amour, mais un lieu marqué par la peur et le contrôle. Joseph avait progressivement pris le contrôle de la vie d'Émilie, commençant par la manipulation émotionnelle, pour finalement étendre son emprise à une domination plus directe et physique. Il l'isolait, limitait ses libertés et réagissait par des crises volatiles. Il la manipulait pour lui faire croire qu'elle était responsable de tout ce qui n'allait pas. Comme c'est souvent le cas dans les relations toxiques, Émilie tentait de rationaliser son comportement. Elle s'accrochait à l'espoir qu'il changerait, se convainquant que la situation était temporaire. Peut-être avait-elle peur de partir. Ou peut-être éprouvait-elle des sentiments de culpabilité. Ou peut-être, tout simplement, se préparait-elle à s'échapper mais n'en eut jamais l'occasion. De l'extérieur, leur vie paraissait normale. Ils partageaient des photos, partaient en voyage et souriaient en public. Pourtant, sous cette façade, leur relation était silencieuse, dominée par la peur et la méfiance. Joseph ne cherchait pas une partenaire. Il cherchait le contrôle. Et quand il sentit que son emprise sur Émilie faiblissait, qu'elle pourrait bientôt se libérer, il prit une décision finale et irrévocable. Quand Joseph proposa un voyage dans le Vermont, Émilie y vit une opportunité de prendre du recul et d'avoir une perspective sur leur relation. L'escapade devait être brève, une chance pour eux deux de se reconnecter. Malgré les inquiétudes de ses parents, Émilie garda espoir. Ils étaient au courant des récentes disputes, mais Émilie les assura qu'elle avait tout sous contrôle et qu'elle était capable de gérer la situation seule. Le 15 octobre 2021, ils quittèrent le New Hampshire, voyageant dans un véhicule tractant une caravane. Joseph avait planifié l'itinéraire à l'avance, choisissant Bolton, un endroit qu'il connaissait bien et qu'il croyait parfait pour leur brève escapade. Émilie se concentra sur les aspects pratiques du voyage. Utiliser la planification comme un moyen de se distraire des inquiétudes persistantes au fond de son esprit, elle espérait que quelques jours calmes, loin des pressions quotidiennes, pourraient les aider à se reconnecter. Dès le début, cependant, Émilie remarqua des changements subtils dans le comportement de Joseph. Il était anormalement renfermé et parlait très peu, et la tension sous-jacente la rendait mal à l'aise.
Elle essaya de l'ignorer, l'attribuant à la fatigue du trajet. Pourtant, elle s'accrocha à l'espoir que ce voyage pourrait marquer un tournant, mais le malaise persistait, formant une barrière invisible que les mots seuls ne pouvaient dissoudre. Une partie de leur plan impliquait de rencontrer la sœur de Joseph, Nicole, et son petit ami. Ils devaient partager un dîner chaleureux dans un appartement que Joseph avait loué en ligne. Émilie aborda la soirée avec un optimisme prudent, sachant à quel point Nicole comptait pour Joseph et voulant faire bonne impression. À leur arrivée, elle salua tout le monde avec un sourire, cherchant à être amicale et abordable. Elle était polie et engagea facilement la conversation, et en surface, la soirée semblait bien se passer. Tout paraissait normal, pourtant quelque chose ne collait toujours pas. C'était comme si chaque mot prononcé par Joseph portait une tension subtile ou une pointe d'irritation silencieuse. Puis, après un bref échange, Joseph annonça abruptement à Nicole qu'il ne resterait pas pour le dîner. La décision vint sans avertissement, laissant Émilie avec un sentiment soudain et déstabilisant de détachement. Elle ne pouvait pas pleinement comprendre ce qui venait de se passer, mais elle réalisa que leur plan avait changé soudainement et sans explication. Nicole et son petit ami restèrent confus. Alors qu'Émilie sentait un malaise grandissant s'installer, la soirée qui devait rassembler tout le monde n'eut jamais vraiment lieu. À la place, Joseph suggéra qu'ils passent la nuit dans la caravane, prétendant vouloir un peu de calme seul avec elle. Émilie accepta, ne voulant pas provoquer de désaccord. Son désir de maintenir la paix et de préserver la confiance surpassait les questions qui s'accumulaient dans son esprit. Cette nuit se passa dans un silence inquiétant. Émilie n'avait aucun moyen de savoir ce que le matin apporterait, mais elle s'accrocha à l'espoir que la lumière du jour apporterait de la clarté. Elle n'avait aucune idée que ce voyage allait se transformer en quelque chose de loin d'être paisible, un pas final dans une situation dont il n'y aurait pas d'échappatoire. Ces quelques jours devaient être un tournant dans leur relation, mais ils se terminèrent de façon tragique. Après cette nuit, on n'entendit plus jamais parler d'Émilie. Son dernier appel téléphonique avec ses parents fut bref et vague. Elle les assura que tout allait bien et qu'elle et Joseph rentreraient bientôt à la maison. Bien que sa voix semblait calme, ses parents perçurent une tension sous-jacente qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. Ces mots devinrent la confirmation finale que quelque chose n'allait vraiment pas. 3 jours passèrent sans aucune nouvelle d'Émilie. Sa famille contacta Joseph, qui répéta la même histoire. Émilie était partie après une dispute et il ne savait pas où elle se trouvait. Des jours plus tard, Joseph rentra chez lui seul, continuant à insister auprès de la famille d'Émilie qu'elle était partie volontairement suite à un désaccord. Selon Joseph, Émilie avait appelé un taxi et était partie, disant qu'elle ne voulait plus être avec lui. Les parents d'Émilie refusèrent d'accepter cette explication et contactèrent immédiatement les forces de l'ordre. Joseph répéta la même histoire à sa famille et aux autorités, la délivrant avec un calme exercé et sans hésitation. Mais ses parents n'étaient pas convaincus. Ils connaissaient leur fille. Elle ne disparaîtrait jamais sans un mot. Pendant ce temps, Joseph se comportait comme si rien de grave ne s'était produit. Son attitude composée semblait forcée, et chaque fois qu'il répétait son récit, les parents d'Émilie devenaient de plus en plus suspicieux. Ils réalisèrent que si Émilie n'avait contacté personne depuis plusieurs jours, quelque chose de terrible avait dû se passer. À ce stade, Joseph était la seule personne qui pouvait connaître la vérité. Mais tout ce qu'il recevait de lui était des mots vides, entièrement dépourvus de remords. Au milieu de l'anxiété grandissante concernant la disparition d'Émilie, un appel arriva qui allait tout changer. Il fut passé au service d'urgence par un homme nommé Spencer Lemont. Sa voix était tendue et tremblante alors qu'il expliquait qu'il avait récemment rencontré Joseph. Spencer n'était pas particulièrement proche de Joseph. Ils n'étaient pas de vrais amis, mais gardaient contact et s'entraidaient occasionnellement pour de petites tâches. Ce jour-là, Joseph avait contacté Spencer, lui demandant de venir à Saint-Alban, où se trouvait la caravane. Joseph prétendait avoir besoin de manière urgente d'un retour à la caravane parce qu'il y avait laissé des affaires. Spencer n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment, mais accepta d'aider. Il récupéra Joseph et ensemble, ils se rendirent à l'endroit où la caravane était garée le long d'une allée. Joseph était inhabituellement silencieux, parlant très peu et ne posant aucune question. Spencer se sentit mal à l'aise, mais choisit de ne pas le presser, du moins jusqu'à ce qu'il puisse mieux comprendre la situation. Alors qu'ils approchaient de la caravane, Spencer remarqua que Joseph devenait de plus en plus agité et tendu. C'est alors que Spencer sentit que quelque chose n'allait vraiment pas et demanda directement à Joseph ce qui s'était passé. La réponse de Joseph fut choquante.
D'une voix calme et détachée, il dit à Spencer qu'Emily n'était plus en vie. Luttant pour comprendre, Spencer lui demanda directement s'il lui avait fait quelque chose. Sans hésitation, Joseph répondit oui. L'aveu était glaçant, délivré avec la même désinvolture que s'il discutait de quelque chose d'ordinaire. À ce moment, Spencer réalisa qu'il était assis à côté de quelqu'un qui venait d'admettre avoir commis un crime grave et violent. Le cœur de Spencer s'emballa, mais il se força à rester calme, sachant que toute réaction soudaine pouvait provoquer une réponse imprévisible de Joseph. Il ne posa pas d'autres questions et fit plutôt semblant d'accepter la situation. Dès qu'il vit une opportunité, il s'éclipsa, monta dans son véhicule et partit. Peu après, il appela les services d'urgence pour rapporter tout ce qu'il venait de voir. En parlant au répartiteur, la voix de Spencer était précipitée et tremblante alors qu'il rapportait chaque détail dont il se souvenait. Il expliqua que Joseph avait admis avoir causé la mort d'Emily et que son corps était dans la caravane. Ce rapport devint la première preuve concrète contredisant l'histoire de Joseph. Pour les enquêteurs, l'appel de Spencer marqua un tournant critique dans l'affaire. Les forces de l'ordre disposaient désormais de motifs valables pour perquisitionner la caravane et amener Joseph à être interrogé. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de la caravane choqua tout le monde. Joseph accepta de se rendre volontairement au poste pour un interrogatoire où il commença à raconter sa version des faits, une version qui semblait soigneusement construite pour minimiser sa responsabilité. Il décrivit sa relation avec Emily comme loin d'être parfaite. Il parla de disputes fréquentes et affirma que le désaccord de cette nuit avait commencé à propos de quelque chose de mineur, insistant sur le fait qu'Emily avait provoqué la tension et voulait partir, et qu'il n'avait pas pu l'en empêcher. Initialement, il présenta la situation comme un tragique malentendu. Mais alors que les officiers insistaient davantage, en particulier en référence à l'appel de Spencer, des fissures commencèrent à apparaître dans son récit. Ses mots faiblirent et la confiance qu'il affichait initialement commença à s'effriter. Joseph fut contraint d'admettre qu'il avait dit à son ami ce qui s'était passé, marquant la première faille majeure dans son histoire soigneusement construite. Les enquêteurs observèrent que malgré son calme apparent, ses réponses semblaient répétées, comme s'il récitait des lignes qu'il avait pratiquées à plusieurs reprises. Il insista sur le fait que les événements avaient été accidentels et qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à Emily. Les détectives, cependant, n'étaient pas convaincus. Il devint clair qu'il retenait des détails clés. Finalement, Joseph admit qu'il avait eu une violente dispute avec Emily. Il affirma avoir essayé de s'éloigner, mais que quelque chose en lui avait cédé. Il décrivit s'être assis en silence pendant plusieurs minutes, comme s'il contemplait son prochain geste. Ses mots devinrent détachés, presque comme s'il racontait les actions de quelqu'un d'autre. Il révéla ensuite qu'il était allé à un placard où il rangeait une arme à feu équipée d'un silencieux. Il raconta avoir pris l'arme et décrivit comment tout semblait devenir silencieux. À ce moment, Emily était allongée sur le lit, dit-il, inconsciente de ce qui allait se passer. Joseph expliqua qu'il s'était approché d'elle, avait pressé un oreiller sur sa tête et avait tiré 2 fois. Il affirma qu'il voulait que ce soit rapide pour que personne n'entende. Son ton était d'un calme glaçant, et les officiers étaient certains qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif. Il avait méticuleusement planifié chaque étape. Ensuite, Joseph dit être resté immobile plusieurs minutes, fixant le vide. Puis, il décida de dissimuler ce qu'il avait fait. Il décrivit avoir déplacé avec soin le corps d'Emily dans le petit compartiment douche à l'intérieur de la caravane. Selon lui, il avait allumé l'eau froide pour laver le sang et nettoyer la scène. Il raconta tout avec un manque total d'émotion, comme s'il décrivait quelque chose d'ordinaire ou de routinier. Joseph dit qu'ensuite, il nettoya méticuleusement la caravane, tentant d'effacer toute trace de ce qui s'était passé. Il essuya les sols, récura les taches et vérifia chaque coin, affirmant avoir tout fait calmement et méthodiquement. Il croyait que s'il nettoyait assez soigneusement, il pourrait cacher la vérité, au moins temporairement. Ces mots ne portaient aucun sentiment de remords. Au lieu de cela, ils étaient délivrés comme une explication factuelle des étapes qu'il pensait devoir être prises, adressées aux forces de l'ordre. Il devint clair que les enquêteurs avaient affaire à quelqu'un qui avait agi intentionnellement, ne montrant aucun signe de culpabilité. Son récit devint une pièce à conviction cruciale, ne laissant aucun doute qu'Emily avait été victime d'une cruauté froide et calculée. Joseph n'essaya pas de fuir ou de se distancer des conséquences de ses actes. En fait, les jours qui suivirent furent encore plus dérangeants pour les enquêteurs. Au lieu d'éviter les lieux, il resta à proximité. Durant la journée,
il restait près de la caravane où le corps d'Émilie était caché derrière la porte fermée de la douche, se comportant comme si rien ne s'était passé. Il interagissait avec des gens, sortait pour prendre un petit déjeuner et rencontrait des connaissances. Il plaisantait, discutait de sujets ordinaires et ne montrait aucun signe visible de détresse. Ceux qui le voyaient n'avaient aucune raison de soupçonner la sombre réalité qu'il portait. Il ne montrait ni panique ni confusion. Au contraire, il paraissait composé et confiant, renforçant encore l'illusion que tout était normal. Dans cette même caravane, à quelques mètres seulement de l'endroit où le corps d'Émilie reposait, Joseph mangeait ses repas, buvait du thé et même dormait. Les enquêteurs confirmèrent qu'il y avait passé chaque nuit depuis l'incident jusqu'à son arrestation. Il ne fit aucune tentative pour se débarrasser du corps ou trouver un autre endroit où rester. Cela faisait partie de sa routine quotidienne. Ces actions démontrèrent à quel point Joseph était déterminé à maintenir une apparence extérieure de normalité. Il avait besoin que tout autour de lui semble ordinaire pour que personne ne soupçonne ce qui s'était passé. Conscient que tout comportement inhabituel pourrait attirer l'attention, il agissait avec un soin calculé. Dans des discussions ultérieures avec les enquêteurs, Joseph admit qu'il avait délibérément agi comme si rien ne s'était produit. Il dit qu'il ne voulait pas que quiconque remarque un changement dans son comportement. Il affirma même avoir un plan. Si quelqu'un demandait où était Émilie, il dirait qu'il inventerait une histoire plausible pour préserver son secret. Tout cela faisait partie d'une stratégie pour cacher la vérité. Durant ces jours, les proches d'Émilie appelèrent Joseph à plusieurs reprises, lui demandant s'il l'avait vue. À chaque fois, il répondait du même ton calme et mesuré, répétant son récit comme quoi elle était partie après une dispute. Sa voix posée décontenançait ceux qui étaient désespérés d'avoir des réponses. Personne n'aurait pu imaginer que pendant ces appels, il retournait à la caravane, dissimulant une réalité si sombre. Son sang-froid était glaçant dans son absoluité. Les officiers qui reconstituèrent plus tard la chronologie dirent que le comportement froid de Joseph durant ces jours rendait la situation encore plus troublante. Il n'avait pas simplement commis un acte horrible. Il avait continué à vivre ensuite comme si rien n'avait changé. À première vue, la mort d'Émilie aurait pu sembler être le résultat tragique d'un seul moment de colère ou d'une dispute houleuse. Mais alors que les enquêteurs approfondissaient leur investigation, la réalité devint indéniable. Ce n'était pas un accident. C'était un crime calculé, enraciné dans un contrôle psychologique et un schéma comportemental qui s'était intensifié bien avant la tragédie. Pour Joseph, la vie tournait autour du contrôle des autres comme un moyen de se donner un sens. Sa relation avec Émilie n'était jamais une histoire d'amour. C'était une question de domination. Ce qui avait commencé avec de l'affection s'était progressivement transformé en peur. Il dictait où elle pouvait vivre, avec qui elle pouvait interagir et comment elle devait se comporter. Ces actions agressives n'étaient pas des incidents isolés ou des crises passagères. Elles faisaient partie d'un schéma délibéré de contrôle. C'était un schéma délibéré et méthodique. Toute velléité d'indépendance d'Émilie était perçue comme une menace. Avec le temps, la tension entre eux grandit. Émilie commença à prendre ses distances, partageant des expériences troublantes avec ses parents, et Joseph le remarqua. Pour un homme dont l'identité était bâtie autour du contrôle, la perspective de le perdre était intolérable. Il ne s'agissait pas de chagrin d'amour. Il s'agissait de défaite. Il ne pouvait pas la laisser partir. Non par amour, mais parce qu'il considérait son choix de s'en aller comme une perte personnelle. Son motif n'était pas l'autopréservation. Il s'agissait d'éliminer la seule chose qu'il ne pouvait contrôler. Quand il mit fin à la vie d'Émilie, ce ne fut pas dans un moment de rage incontrôlée. Ce fut calculé et délibéré. Il agit alors qu'elle dormait, calmement et méthodiquement, s'assurant que si elle ne pouvait pas être à lui, elle ne serait à personne. Ensuite, il tenta de dissimuler ses actes, non par panique, mais pour garder le contrôle non seulement sur la vie d'Émilie, mais aussi sur sa mort et tout ce qui suivrait. Son motif n'était ni la vengeance, ni la peur, ni la légitime défense. C'était le désir de préserver son pouvoir à tout prix. Les procédures judiciaires commencèrent avec le ministère public présentant les preuves, mettant en lumière chaque mot prononcé par Joseph et chaque incohérence dans son récit comme des éléments cruciaux de l'affaire. Les procureurs soutinrent avec force que le crime était prémédité et que les actions de Joseph par la suite faisaient partie d'un plan délibéré pour dissimuler ses actes. Ils détaillèrent non seulement l'incident lui-même, mais aussi les horribles conséquences, expliquant comment Joseph avait démembré le corps d'Émilie.
Le tribunal entendit qu'il avait admis avoir utilisé une scie pour découper ses restes et les avoir placés dans des sacs plastiques pour cacher les preuves de son crime. Des experts légistes témoignèrent également, confirmant qu'Emily avait subi 2 blessures par balle à la tête, suivies de blessures par couteau infligées post-mortem. Ces conclusions démontrèrent que Joseph avait agi avec une précision glaçante, non dans un soudain moment d'instabilité émotionnelle. Les preuves médico-légales devinrent un élément central de la thèse de l'accusation. Joseph, cependant, tenta de présenter une autre version. Il parla des tensions persistantes dans la relation, affirma qu'Emily provoquait fréquemment des disputes et insista sur le fait que le crime n'avait pas été prémédité. Il décrivit le démembrement comme une tentative désespérée de gérer les conséquences, mais ses explications n'étaient pas convaincantes. Les preuves dressaient un tableau bien plus sombre et délibéré. Les amis et les parents d'Emily témoignèrent également, offrant un aperçu de qui elle était vraiment et de la vie qui lui avait été volée. Au grand cœur et douce, toujours prête à aider les autres. Telles étaient les qualités dont se souvenaient ses proches. Pour eux, le procès n'était pas seulement une question de justice. C'était préserver sa mémoire et honorer sa vie. Leurs témoignages contrastaient fortement avec les tentatives de Joseph de présenter le crime comme un tragique accident. Quelques jours après les plaidoiries finales, le tribunal rendit son verdict. Joseph fut reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à 42 ans de prison. Cette sentence devint plus qu'une simple mesure de temps. C'était un symbole de responsabilité pour les parents d'Emily. Bien que cela ne puisse pas ramener leur fille, cela garantissait que la personne responsable ne marcherait pas libre. La vie d'Emily fut bien trop courte, mais son souvenir perdure. Sa famille continue de porter sa voix et son esprit dans leur cœur. Ils savaient la vérité. Ils comprenaient ce qui s'était vraiment passé, et cette connaissance leur donna la force de continuer à avancer. En partageant l'histoire d'Emily, ils espèrent guider les autres vers des choix différents, des choix qui rejettent la cruauté et embrassent l'honnêteté. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous postons des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.